Tout d'abord, quand on arrive sur un lieu d'accident, c'est vérifier la sécurité. Première chose. Donc ici, tantôt, il y avait des morceaux de verre par terre, je les ai fait partir avec mon pied. Ça peut être, vous êtes dans un garage qui est fermé, vous arrivez, vous voyez que le contact est allumé de la voiture. Première chose à faire, c'est ouvrir, aérer et fermer le contact. Faire sortir la victime en prise Rotec et la dégager du garage, la mettre à l'extérieur. Donc la sécurité est très très importante. Ensuite, deuxième étape, test de conscience très rapide. Oh monsieur, vous m'entendez? Oh monsieur! Maximum 4 secondes. La personne ici, elle ne réagit pas, elle est inconsciente. Qu'est-ce que je fais alors? Je demande de l'aide. Il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un? Pour qu'on puisse venir m'aider. S'il y a quelqu'un, on lui demande de rester tout près. S'il n'y a personne, on continue. Je fais deuxième test, troisième étape. Voir, entendre, sentir. Jusque 10 secondes maximum. Ma joue ici au-dessus de la bouche de la victime. Pas l'œil parce que c'est une source d'infection. Donc je bascule la tête ici en arrière. Avec deux mains, vous avez vu. Pour ouvrir les voies respiratoires hautes. Je maintiens le menton en même temps. Et c'est comme ça pendant 10 secondes. Voir quoi? Voir la cage thoracique bouger. Entendre quoi? Le souffle de la respiration de la victime sur moi, sur ma joue. Et sentir aussi le souffle de la victime sur ma joue. Ici, elle ne respire pas. Ben, si j'ai demandé à quelqu'un qui a eu de l'aide, je lui demande d'aller chercher et d'appeler le 112 directement et d'aller chercher le défibrillateur. Chez nous, à notre école, nous avons un défibrillateur dans le couloir administratif. Le couloir où monsieur le préfet se trouve est à côté de la classe accueil. C'est dans une boîte verte et il y a en plus, non seulement il y a le défibrillateur, mais au-dessus il y a une petite trousse de secours où vous trouverez un pocket masque, des ciseaux, s'il faut découper la veste de la victime ou le pull de la victime, un rasoir. Si par exemple la victime est poilue et que pour coller les électrodes c'est pas évident, ben on rase vite avant, où il y a un bon contact avec les électrodes. Et il y a un petit essuie aussi dedans, et une paire de gants. Un essuie si c'est mouillé, et une paire de gants si la victime saigne, pour se protéger. Alors là, ben, ça c'est si quelqu'un m'aide. S'il n'y a personne, c'est moi-même, je dois me dépêcher, aller le plus vite. Il ne faut pas oublier que toutes les minutes qui passent et qu'on ne fait rien sur la victime, ah ben, il y a 10% de chance en moins que la victime survive après. Donc après 5 minutes découlées, on a une chance sur 2 que la personne survive. Donc pour que ça soit efficace et que le choc doit être délivré rapidement, si c'est une fibrillation ventriculaire, ah ben, on court, on est tout seul, je vais chercher le défibrillateur, je me dépêche, je ouvre la boîte, le coffret du défibrillateur. En même temps, si j'ai mon GSM sur moi, quand je cours, je téléphone en même temps. Je dis le lieu de l'accident. Les dames qui sont au centre 112 ont toute une liste avec des questions. Vous êtes où? C'est quel type de victime? Un enfant, un adulte? Quel est votre nom, votre numéro de téléphone? Etc. etc. Et donc, je me dépêche de revenir toujours le plus vite possible près de la victime. Là, si je suis tout seul. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je fais... Si maintenant la personne aidante est partie chercher mon défibrillateur, je ne l'ai pas, je fais directement les compressions thoraciques. Alors comment est-ce qu'on se place? On met ici le talon de la main au centre du sternum, au milieu du thorax, on appelle ça. Donc, ici, je suis au milieu avec la paume de la main, le talon de la main. J'ai une main, je verrouille les coudes, donc je mets un coude, le pli du coude vers l'avant, et je mets l'autre main au-dessus. Mes deux coudes sont verrouillés, ça fait comme un piston. Je mets mes épaules ici, à l'aplomb des mains. Je comprime combien? Normalement, c'est en fonction de la taille de l'individu, de l'épaisseur de la cage thoracique. Mais normalement, c'est 1/3 de la hauteur, sternum, derrière, omoplate. Si maintenant, en moyenne, on dit 5 à 6 cm, en moyenne. Donc ça dépend de la taille, bien sûr. Donc ici, j'ai fait 30 compressions en regardant la tête de la victime, on ne sait jamais si elle se réveille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. J'essaie d'avoir un bon rythme. Ici, 30 compressions, on doit les faire en 16-18 secondes. Donc c'est un rythme de 100 à 120
compressions thoraciques par minute. Donc c'est assez cadencé, c'est assez rythmé. Je dois avoir la même vitesse de descente de thorax et la même vitesse de remontée. Il faut avoir un bon rythme. Ensuite, quand j'ai fini mes 30 compressions, je fais 2 insufflations. Ici, j'ai pas de pocket mask. Ben, rien ne m'empêche, si j'ai pas de pocket mask, je fais que des compressions thoraciques jusqu'au moment où le défibrillateur arrive avec la trousse de secours où il y aura le pocket mask dedans. Si maintenant je connais la victime, c'est par exemple Georges, ah ben, là je vais faire un bouche à bouche. Donc après mes 30 compressions, même prise de main que tantôt avec le VES, je bascule la tête en arrière pour ouvrir les voies respiratoires. Je vais insuffler avec ma bouche et bloquer avec ma joue les narines, pour pas que l'air sorte par les narines. 1. Je regarde la cage thoracique, je regarde si ça se soulève. 2. J'ai fini les 2 insufflations. Alors quand la cage thoracique se soulève, on souffle bien sûr doucement, lentement, pas fort. Pourquoi? Parce que si on souffle trop fort, l'air va aller dans l'estomac. C'est des problèmes après de reflux gastrique, etc. Donc soufflez calmement, doucement. Quand la cage thoracique se soulève, on souffle encore un tout petit peu et on arrête après. J'ai fini ça, je refais 30 compressions, 2 insufflations. Ou bien je fais que des compressions comme on a dit tantôt, si je ne connais pas la victime. Si je ne veux pas avoir de maladies transmissibles, etc., pneumocoque. Donc je préfère faire que les compressions thoraciques. Quand le défibrillateur arrive, on l'utilise directement, on arrête tout. Si c'est moi qui vais le chercher, parce que je suis tout seul, je l'utilise tout de suite pour voir ce qui se passe. Je l'allume tout de suite. Bouton vert, vous pouvez regarder ici, on-off. Je appuie dessus tout de suite. Je prends les électrodes. J'ouvre le paquet. Les électrodes sur la poitrine du Il va me donner les instructions. Branchez le connecteur des électrodes. Regardez ici. Du voyant clignotant. Il y a 2 électrodes à mettre. Le petit dessin, pas se tromper. Donc, je vais en mettre une sous-claviculaire droite. Appliquez les électrodes. Sans que ça touche le sternum. Branchez le Ici. connecteur. Voilà. Et sans que ça touche le sein. S'il y a des bijoux, colliers, etc. qui touchent, mieux vaut les retirer. Ou piercing, etc. Pas mettre ça sur des piercings, pas qu'il y ait d'arc électrique. Si on doit défibriller, bien sûr, après. Donc, après la première électrode, je mets la deuxième, ici. Sous axillaire gauche, je suis la ligne des fausses côtes. Voilà. Et au-dessus de la ligne des fausses côtes, je l'applique sous l'axillaire. Donc, il ne faut pas que ce soit sur le ventre, hein, bien sûr. J'applique bien. Je connecte, comme il m'a demandé, les électrodes. Et j'appuie bien. Et j'attends ce qu'il va me dire. Analyse du rythme cardiaque en cours. Analyse du rythme cardiaque. Personne ne doit toucher le patient. Donc avec un geste et avec la voix forte, personne ne touche le patient, la victime, personne. Attention, il recommande un choc. Tout le monde doit rester à l'écart du patient. On s'écarte, je choque maintenant. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton rouge, choc. Je commence la RCP directement. 30 compressions, 2 insufflations. Comme tantôt, un bon rythme. 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations. Et ça, 4 à 5 cycles 32. 30 compressions, 2 insufflations. Parce qu'il va me donner 2 minutes pour me faire une réanimation cardio-pulmonaire. Après 2 minutes, la machine va réanalyser pour voir si elle a redécouvert un rythme cardiaque ou pas. Ici, si elle réanalyse et qu'il n'y a pas de rythme, je vais devoir choquer une deuxième fois. Ça va comme la première fois, avec les mêmes gestes, etc. Pour pas qu'il y ait de problème au niveau de la sécurité, que ce soit la mienne ou quelqu'un d'autre. Et on fait ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les secours arrivent. Donc l'ambulance, que je sois relayé par un deuxième secouriste. Si maintenant il y a un élève ou 2 élèves qui ont leur brevet, ils peuvent rester près de moi s'ils veulent m'aider. Et on va changer tous les 2 minutes les rôles. C'est comme ça qu'on est le plus efficace. On a remarqué qu'après 2 minutes, le même sauveteur, les compressions sont moins bonnes, sont moins profondes.
avec la fatigue. Donc c'est bien de changer les rôles toutes les 2 minutes si j'ai quelqu'un pour m'aider. Ou bien jusqu'à l'épuisement si je suis dans les Alpes et que je suis en altitude, qu'il faut longtemps pour que l'ambulance arrive et qu'il n'y a pas d'hélicoptère. Alors quand on dit au centre de secours qu'on a un arrêt respiratoire, arrêt cardiaque respiratoire, rien qu'à dire un arrêt respiratoire, ils envoient le SMUR, le service médical d'urgence. Donc c'est quoi ça? C'est soit l'hélicoptère, soit la voiture où il y a le pompier qui conduit la voiture, l'infirmière et le médecin. Comme ça, le corps médical et paramédical vient sur place. Arrêtez la RCP. Et là, c'est là où on va avoir donc tout ce qui est drogue pour faire redémarrer le cœur. Ils vont mettre des perfusions, ils vont injecter de l'adrénaline pour faire redémarrer le cœur, des antiarythmiques, ils vont remettre du liquide physiologique pour qu'il y ait un peu plus de volume sanguin. Ils vont peut-être intuber si ça se passe pas trop bien, ils vont ajouter de l'oxygène aussi. Et donc là, on se retrouvera alors dans le 4e maillon de la chaîne de survie. Donc c'est quoi ça la chaîne de survie? C'est les différentes étapes, donc il y a 4 grosses étapes qui doivent s'enchaîner l'une à la suite des autres dans le bon ordre. Donc c'est quoi le premier maillon? C'est le 112, appeler les secours bien sûr, avec le petit protocole qu'on a fait ici en début. Deuxième maillon, c'est savoir faire une réanimation cardio-pulmonaire rapidement sur la victime, en entendant le matériel. Troisième maillon, c'est la défibrillation précoce. Si on l'a tout près de soi, c'est utilisé directement dès qu'on l'a. Il ne faut pas traîner. Et après, le 4e maillon de la chaîne de survie, c'est le corps médical qui arrive pour nous relayer, qui donne toutes les drogues, etc., pour refaire démarrer le cœur aussi. Pour donner le maximum de chances de survie à la victime. Qui est bien sûr en arrêt ici cardiaque avec fibrillation ventriculaire. Alors, si on réalise ces 4 étapes-là successivement, sans perdre de temps, c'est là où on aura le plus de chances de survie au niveau de la victime. Si un des maillons casse, on aura beaucoup de chances en moins de survie de la victime. Par exemple, si je fais qu'une réanimation cardio-pulmonaire, je n'ai pas de défibrillateur, je n'arriverai jamais à refaire démarrer le cœur. Il n'y a que le choc électrique sur une fibrillation ventriculaire ici qui fera redémarrer le cœur. Il n'y a que ça, il n'y a que le choc électrique qui pourra. Par contre, mes gestes en réanimation cardio-pulmonaire et les compressions thoraciques et les insufflations va permettre de maintenir la personne en vie jusqu'au moment où les secours arrivent. Je la maintiendrai en vie, j'arriverai, grâce à mes compressions thoraciques, à perfuser un minimum le cerveau, à perfuser avec le sang qu'il y a, avec les compressions que je fais, le débit cardiaque normalement chez une personne comme ça, adulte d'1m70, 70 kg, c'est plus ou moins 5 litres de sang qui passe par le cœur par minute. Et dans cette proportion-là, 1m70, 70 kg, ces personnes-là ont plus ou moins 5 litres de sang. Donc en 1 minute, il y a tout le sang qui passe normalement par le cœur, si la personne vit et qu'elle est au repos. Maintenant, grâce à mes compressions thoraciques, je ne vais pas restaurer 5 litres par minute. Si je fais très bien mes compressions thoraciques, je resterai au maximum plus ou moins dans une trentaine de pourcents. Donc 30% de 5 litres par minute. Donc c'est pour ça qu'il faut être très efficace, donc être précis dans la descente du thorax. Donc 1/3 de la hauteur sternum et ici sol, omoplate. Et avoir un bon rythme, c'est là où ça perfuse au maximum le cerveau, c'est 100 à 120 compressions thoraciques par minute. C'est à ce rythme-là où il y aura le maximum de débit cardiaque, donc 30% du débit cardiaque qui ira perfuser le cerveau et en même temps le cœur via les coronaires. Ça vous verrez au cours de séance. Et bien sûr l'insufflation. Quand j'insuffle dans la bouche de la victime ici, il y a combien d'oxygène dans l'air ici ambiant? 21% d'oxygène. Moi je vais en consommer pour mes cellules de corps au repos. Au repos je vais peut-être en consommer 5% d'oxygène. Donc quand je vais insuffler dans la bouche de la victime, je vais insuffler 16% d'oxygène. C'est suffisant pour une personne qui n'est pas noyée, ou qui n'est pas dans une piscine, noyée, qui a avalé de l'eau. Ici, c'est suffisant. Bien sûr, en piscine, là, on parlera d'oxygène supplémentaire en plus qu'on donnera. Comme quand le corps médical viendra sur place, ou les ambulanciers, eux aussi utiliseront l'oxygène. Voilà pour la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation. Bonne chance pour vos examens.
pour l'obtention du diplôme européen de réanimation cardio-respiratoire et défibrillation qui sera décerné par le Conseil européen de réanimation.